Bonjour à tous, donc très heureux d'être là aujourd'hui pour ce troisième amphi dans le cadre de l'UE AP1B. Comme vous le voyez, je suis très content de pouvoir parler de la vocation, un sujet qui est sans doute sous-estimé en école d'ingénieur, de la recherche de vocation. L'objectif de cette séance et de l'atelier de la semaine prochaine, ça va être justement que vous puissiez intégrer dans votre réflexion, dans votre potentielle future orientation professionnelle, tout simplement ce que vous aimez faire en parallèle avec vos compétences. C'est-à-dire que jusque-là, vous avez notamment travaillé sur vos compétences, fait votre autopositionnement notamment. Donc là, avec cette partie-là, on va essayer de prendre en compte d'autres critères comme vos centres d'intérêt, tout simplement. Donc si on fait aussi ce cours-là sur la question de la vocation, c'est parce qu'on a constaté qu'après le diplôme UTT, certains alumni étaient amenés à être dans une phase, disons, de quête de sens. Ils ne trouvaient pas forcément d'intérêt dans le parcours qu'ils suivaient quelques années après leur diplôme. Et donc ce qui peut amener des reconversions qui ne sont pas forcément évidentes à mener quand on approche la trentaine, par exemple. Et donc le but un peu de ce cours-là et de la démarche que je vais vous évoquer aujourd'hui, c'est de pouvoir, au cours de vos études, justement, intégrer un certain nombre de réflexions qui vont faire sens pour vous. Et voilà, d'avoir la possibilité de mettre ça dans votre parcours dès que possible. Pour illustrer ce que je viens d'évoquer, là, le fait qu'il y ait des étudiants qui ne suivent pas la voie toute tracée qui leur est promise depuis longtemps, je voulais commencer par montrer certains événements qui ont eu lieu dans des écoles d'ingénieurs notamment, et certains alumni qui ont pris la parole pour montrer que le parcours qui leur a été proposé ne leur convenait pas. Et donc on a vu déjà, alors ce que j'illustre là va être présenté dans plusieurs publications scientifiques, notamment une que j'évoque ici, qui est présentée, puis une autre en source, pragmatique des critiques et sensibilité écologique des élèves ingénieurs, donc qui se posent la question de leur utilité dans la société. Et on a vu un certain nombre de discours lors des remises de diplômes, notamment à Centrale Nantes, c'est le premier exemple. En bas, on a AgroParisTech et puis Polytechnique. Voilà, donc comment si je peux dire, des étudiants qui font part de leur désarroi quant à leur future orientation professionnelle. Et donc ça pose question. Alors pourquoi est-ce que des étudiants, après avoir étudié tant de temps, s'être donné tant de mal, au final choisissent une voie qui semble différente de celle qui leur a été, si je puis dire, destinée? Donc il y a un article là que j'ai évoqué qui est allé un petit peu dans le détail de l'ensemble des discours des alumni d'écoles d'ingénieurs qui ont fait plus ou moins de bruit, on voit à chaque fois des vidéos sur YouTube, donc avec plus ou moins ça fait plus ou moins le buzz, toute proportion gardée, mais quand même c'est intéressant de voir ça. Et donc en premier, à la Centrale Nantes par exemple, c'est ce que vous pouvez voir. Et on voit à chaque fois les émotions qui sont transmises par les étudiants à leurs camarades. Donc on voit des choses, par exemple le fait d'être perdu ou le doute, l'éco-anxiété. Donc plein de choses comme ça qui perturbent un petit peu le parcours type de certains alumni. Alors peut-être c'est des choses que vous ne ressentez pas pour aujourd'hui, peut-être que c'est le cas, je n'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on constate et nous, en tant qu'enseignants à l'UTT, ça nous préoccupe et il faut être à la hauteur de ces nouvelles attentes. C'est pourquoi, en partie, on fait ce cours. Pour illustrer aussi plus précisément par rapport à l'UTT, donc là, ce n'est pas des discours à l'UTT, mais qu'est-ce qu'ils en pensent, les alumni de l'UTT, les diplômés de l'UTT? Donc il y a 1 an et demi de ça, j'ai fait une enquête qualitative, donc avec pas beaucoup d'étudiants, mais je suis allé en profondeur avec d'alumni, avec ces alumni-là, en l'occurrence une douzaine d'entre eux. Comme vous pouvez voir, donc répartis, alors plutôt centrés sur GM, puisque pour ma part, je suis aussi un ancien de génie mécanique, mais quand même, on a toutes les branches qui sont représentées. Et donc j'ai fait une enquête qualitative auprès de ces personnes-là. Je leur ai simplement posé une question ouverte, et je leur ai demandé « Que vous a-t-il manqué dans votre formation à l'UTT ?» Et c'était bien entendu très libre, ils pouvaient parler de ce qu'ils voulaient. Et donc j'ai eu des réponses plus ou moins longues de la part de ces alumni-là. Donc j'ai fait bien entendu, j'ai épluché toutes ces réponses-là, fait une synthèse de tout ça, et voici la synthèse que je propose aujourd'hui. Donc c'est les différents mots-clés qui sont revenus comme des choses manquantes au cours de la formation. La première des choses qui intervient dans, on va dire, 80% des cas,
c'est le manque de formation aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est quelque chose qui leur a manqué pendant leur parcours. Deuxième point, c'était les questions énergétiques qui ont été évoquées, là aussi, qui se sentent un petit peu moins compétents sur ce sujet. Ensuite, c'est intéressant, c'est de remarquer qu'ils considèrent qu'il y a un manque de finalité dans les projets proposés à l'UTT. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément le lien entre ce que vous apprenez ici à l'UTT et des réalités à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été évoqué. Un manque de formation à l'entrepreneuriat en dehors de l'associatif, un manque d'accompagnement sur des questions d'éthique et d'humanité, un manque de sensibilisation à la recherche scientifique, et le point 7 est très important, un manque d'accompagnement dans la connaissance de soi, apprendre à se connaître soi-même. Donc après 5 ans, après le diplôme, on se rend compte qu'au final, on a bien besoin de comprendre quel est notre propre fonctionnement. Donc ce que j'ai évoqué et qui est surligné en bleu ici, donc c'est en lien avec la démarche que je vous propose ici dans le cadre de la vocation, puisqu'on va traiter notamment de ces choses-là, donc des questions environnementales, sociales, énergétiques, entre autres, et puis on va se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qu'on souhaite faire, vers quoi on veut aller, donc de la finalité, des enjeux éthiques, et bien entendu, de la connaissance de soi, en tant qu'ingénieur, bien apprendre à se connaître. Ce qui me permet donc d'introduire ce cours, et donc j'ai rédigé un objectif assez simple, qui est celui-ci, donc c'est de préparer l'épanouissement professionnel et personnel des futurs ingénieurs, donc de vous, d'anticiper cette question-là, de ne pas la négliger. On a beaucoup tendance à la négliger, mais dans tous les cas, il va falloir que vous vous y intéressiez. Et tout ça dans un objectif de vous responsabiliser de manière constructive face aux défis sociétaux contemporains, qu'ils soient sociaux, environnementaux, énergétiques, matériels, etc. Donc c'est ça l'objectif de ce dernier tiers-là d'AP1B. Alors, cette présentation va se dérouler comme suit. Je vais vous présenter une démarche qui s'appelle l'Ikigai, pour avoir un fil conducteur. Ensuite, j'aborderai plus la question de la responsabilité des ingénieurs. Pour ceux qui suivent l'UE, MFDD, les apprentis, donc là, ça va être un peu du rappel sur cette partie-là, mais ce ne sera pas très long. Ensuite, après, on va faire un lien entre vos compétences et la question de l'épanouissement, notamment. Ensuite, la question de vos centres d'intérêt, de ne pas les oublier, avoir des méthodologies pour bien les identifier et qui viennent prendre leur place dans votre réflexion. Et puis je ferai le lien, bien entendu, avec l'aspect raisonnable de la chose, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir trouver un travail. Et donc c'est une réalité qu'il faut bien entendu prendre en compte. Et donc il y aura un petit exercice qui se veut pas très compliqué, mais qu'il faut prendre le temps de le faire quand même, que je présenterai dans le détail la semaine prochaine en atelier. Donc je commence avec l'ikigai. L'ikigai, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, qui m'a été utile il y a quelques années notamment. Donc ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais, disons sa raison d'être personnelle. Donc le but, ça va être de trouver sa raison d'être personnelle. Comment est-ce qu'on trouve sa raison d'être personnelle? Eh bien, on suit ce schéma qui explique un peu la chose. On va essayer de trouver l'intersection entre, d'une part, ce dont le monde a besoin, ou plutôt les problématiques qui m'interpellent personnellement, l'utilité que je veux avoir, mon rôle que je veux avoir dans ce monde. Ensuite, on va prendre en compte, en bas à gauche, ce que j'aime faire, mes centres d'intérêt. On va prendre en compte mes compétences, là, en bas à droite, ce en quoi je suis doué. Et puis, bien entendu, on va prendre en compte l'insertion professionnelle ou ce pourquoi je peux être payé. Donc, je répète, le but, c'est de trouver l'intersection entre tout ça, ce dont le monde a besoin, ce que j'aime faire, mes compétences et ce pourquoi je peux être payé. Donc c'est un monde idéal qui serait à l'intersection de tout ça. Donc je vais essayer de vous accompagner dans le cadre de ce cours aujourd'hui et de l'atelier à venir dans l'identification de cette zone-là, qui vous est tout à fait personnelle, bien entendu. Donc l'ikigai, comme je viens de le dire, permet d'identifier une raison d'être personnelle, cohérente avec ses forces, ses talents, ses centres d'intérêt. Pour la petite parenthèse, alors l'ikigai, c'est une notion qui est mondialement connue, mais qui reste pas si connue finalement, mais ça nous vient du Japon. Mais il y a un livre qui fait référence sur ce sujet, c'est le livre « Activez vos talents » de Mathieu Dardaillon. Donc ceux qui veulent aller plus loin sur cette question-là, n'hésitez pas à lire ce livre. Donc je commence en fait avec la partie en haut à gauche, ce dont le monde a besoin, et puis au fur et à mesure de ma présentation, je vais naviguer dans l'ikigai. Donc je commence ce dont le monde a besoin, que j'ai renommé
la responsabilité de l'ingénieur. Pour illustrer cette responsabilité de l'ingénieur, j'aime m'appuyer sur ce qui est évoqué par une association qui est la Société des ingénieurs et scientifiques de France. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette structure-là? Elle nous dit qu'on est dans l'ère qu'on appelle de l'Anthropocène, dont vous avez sans doute entendu parler, donc qui est une période géologique où les activités humaines impactent l'ensemble du système Terre. Bon, ça, d'accord, très bien. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette société-là indique que les ingénieurs, leur responsabilité est engagée dans ces problématiques-là. Il est indiqué, alors c'est peut-être un peu petit, que dans le cadre de cette responsabilité, l'ingénieur ne peut plus se contenter de réaliser ce qui est techniquement possible ou autorisé. Il doit aussi mettre en œuvre un questionnement éthique sur les intentions et conséquences des progrès techniques auxquels il travaille. S'il ne le fait pas, qui le fera? Donc ça, c'est ce qui est écrit là, c'est l'avant-dernier paragraphe. Et à la toute fin, c'est encore plus marquant, je trouve. Il est indiqué que c'est une des questions les plus urgentes et importantes pour la construction de notre futur. Donc les ingénieurs sont responsables pour se saisir des défis sociétaux et justement pour alerter le reste de la société. Je résume ce qui est mentionné dans le livre blanc. Donc là, c'est l'introduction du livre blanc de la société en question. Donc les activités humaines induisent des pressions environnementales non négligeables, donc c'est l'ère de l'Anthropocène, qui induisent alors qui menacent en retour la perpétuation de l'humanité. C'est quand même très fort et je dirai un mot là-dessus. Le monde entre dans une phase de contraction énergétique et matérielle. Là aussi, je définirai ça un petit peu par la suite. Et puis, là aussi, sujet très important, des questions sociales qui se posent. Les conséquences de ces activités touchent les populations de manière inéquitable. Donc là aussi, ça doit nous alerter, dire que ce n'est pas souhaitable le statu quo. Donc l'enjeu, c'est que les ingénieurs doivent désormais conduire le changement pour contribuer à bâtir une société qui est davantage résiliente. Pour introduire un peu la suite, j'ai résumé ce que je viens de dire en expliquant que la première des choses qui nous paraît importante en école d'ingénieurs, donc, c'est d'une part de former aux problématiques sociales et environnementales, surtout de développer la sensibilité des étudiants et des futurs ingénieurs face à ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être... ça doit nous alerter, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. De la même manière, sur les questions énergétiques et matérielles, je vais y revenir, qui remettent en question pas mal de choses. On doit interroger la finalité des projets, se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est assez bête à dire, mais on ne le fait pas du tout aujourd'hui. Et il faut pouvoir s'autoriser cette réflexion-là, et donc former des étudiants et des ingénieurs qui se sentiront utiles, épanouis et motivés pour adresser des enjeux qui sont complexes. Donc c'est à partir de maintenant que je rentre un peu dans les rappels pour ceux qui font MFDD. J'ai quelques slides et puis après on passera à de nouvelles choses pour ces étudiants-là. Donc sur le premier point, donc je commence avec ça sur former aux problématiques sociales et environnementales. Donc je commence avec la question des services écosystémiques. Donc normalement il y a un certain nombre d'entre vous qui savez ce que c'est. Donc les services écosystémiques, pour former aux problématiques sociales et environnementales et pour trouver, enfin surtout environnementales sur le sujet, un peu une cause racine à certains des problèmes, il est bien important de comprendre ce que sont les services écosystémiques. Donc les services écosystémiques qui sont souvent représentés de cette manière, c'est un ensemble de services rendus par les écosystèmes ou par la nature aux humains pour réaliser leurs activités humaines. Donc sans ces services écosystémiques, on est capable on peut rien faire sur Terre. Donc, par exemple, la photosynthèse nous permet de nous nourrir, les matières premières sont gratuitement dans les sols et avec ça on fait plein de choses. On a un air qui est pur et qui nous permet de respirer, de vivre. Et voilà, il y a un certain nombre d'exemples comme ça. Donc tout ce qu'on fait est basé sur l'ensemble des services écosystémiques et toute notre économie aussi. Donc il faut bien comprendre ça. Et ce qui se passe, c'est que ces dernières décennies et siècles, depuis la révolution industrielle en particulier, eh bien on a sursollicité ces services écosystémiques. On a considéré que certaines ressources, notamment, étaient infinies. Ce qui nous mène dans une phase qu'on appelle la grande accélération, où au final on voit certains indicateurs par rapport au système Terre, comme la déforestation, comme les émissions de gaz à effet de serre, etc., vont suivre des courbes exponentielles après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale.
Donc c'est là où on se rend compte qu'on est en train de perturber petit à petit les services écosystémiques. Donc ça, c'est pour comprendre en fait dans la phase dans laquelle on est vraiment dans une phase d'accélération de l'ensemble des pressions environnementales qu'on fait subir au système Terre. Quand je dis pressions environnementales, le but c'est d'inclure l'ensemble des enjeux environnementaux et pas uniquement la question du changement climatique. Pour illustrer ça, justement, donc vous en avez entendu parler sans doute, il y a un concept que nous évoquons souvent qui s'appelle donc les frontières planétaires. Donc ce sont 9 seuils à ne pas dépasser, sans quoi si nous les dépassons, eh bien, nous ne savons pas quelle est la capacité du système Terre à satisfaire les besoins humains. Donc on constate que si on prend en compte l'ensemble de ces seuils-là, on a déjà dépassé 6 des 9 seuils proposés par le concept des frontières planétaires, ce qui signifie qu'on est dans une zone de turbulence, d'instabilité. C'est-à-dire que les ingénieurs de demain, un de leurs challenges, ça va être justement de savoir comment est-ce qu'on permet la satisfaction des besoins humains dans un monde sujet aux perturbations, aux aléas notamment. Quelques exemples de frontières planétaires. Donc la plus connue, celle dont on parle tout le temps, c'est en haut le changement climatique, qui est bien sûr une des 9 frontières, mais il y en a 8 autres. Il y en a 8 autres, comme par exemple l'intégrité de la biosphère, ou plutôt l'intégrité de la biodiversité, du vivant. L'utilisation des terres, land system change, donc ça va être tout ce qui est lié à la déforestation par exemple. La perturbation du cycle de l'eau douce, fresh water change. Là aussi, ça va nous intéresser de regarder comment est-ce qu'on utilise l'eau. Les cycles biogéochimiques, c'est le phosphore et l'azote. On a tendance à en émettre trop dans les cours d'eau, par exemple, ce qui va amener des perturbations. L'acidification des océans, les pollutions atmosphériques comme les particules fines, la couche d'ozone, et enfin les nouvelles entités, les nouvelles pollutions, comme des produits chimiques, de la radioactivité, des choses comme ça. Bref. Voilà pour les frontières planétaires. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les frontières planétaires, il y a énormément de travaux qui ont été faits par le Stockholm Resilience Center à Stockholm, et donc qui est à l'origine de cette théorie-là des frontières planétaires. Donc, ce que je veux que vous reteniez là pour ce cours en AP1B, c'est non pas l'entièreté de ça, même si c'est toujours bon à prendre, c'est de comprendre que l'enjeu pour les ingénieurs de demain, c'est de travailler dans un monde fluctuant, dans un monde aux perturbations qui se multiplient. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le défi des futures décennies. Donc voilà le premier sujet. Je fais quand même juste une parenthèse sur une des frontières en particulier, celle qui me tient personnellement le plus à cœur, à savoir l'intégrité de la biosphère. Donc c'est l'ensemble des espèces vivantes. Là aussi, comme je viens de l'évoquer, il y a une nécessité de développer la sensibilité des futurs ingénieurs face aux questions environnementales et en particulier face aux vivants. C'est pourquoi j'ai ajouté la slide suivante, à savoir sur l'intégrité de la biosphère. Donc il y a un indicateur proposé par l'association WWF qui nous indique que 73% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 50 ans. Ont disparu en 50 ans sur Terre. Donc voilà le graphique qu'on a, 73% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 50 ans. Donc on assiste, le terme le plus approprié est le terme effondrement des populations d'animaux sauvages. Et c'est pourquoi on parle donc d'une 6e extinction de masse, notamment, vous avez sans doute entendu parler, la 6e extinction de la biodiversité. Pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, j'apprécie mentionner que jamais dans l'histoire de la Terre, la vie ne s'est effondrée aussi rapidement. Jamais dans l'histoire de la Terre, la vie ne s'est effondrée aussi rapidement. Si vous n'êtes pas triste après ça, ce n'est pas normal. Si vous n'êtes pas triste après ça, ce n'est pas normal. Donc je fais référence à la 6e extinction de masse, en lien avec la 5e extinction de masse, donc c'était l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Donc là, cette slide-là, elle sert à quoi? Elle sert à ce que j'ai évoqué plus tôt, développer la sensibilité des étudiants par rapport aux autres espèces vivantes. C'est très important. Donc là aussi, possibilité, si vous voulez voir dans le détail comment cet indicateur a été mesuré, il y a un rapport complet qui est disponible sur Internet. Donc voilà pour la biosphère, voilà pour les frontières planétaires. Je passe donc à la question énergétique et aussi la question des matériaux. Comme j'ai évoqué, les alumni, ils ont dit qu'ils n'étaient pas assez formés aux enjeux énergétiques. Donc en une slide, je vais essayer de résumer le problème.
Donc la question énergétique, pour illustrer, c'est pareil en MFDD, vous l'avez vu, la quantité de pétrole qu'on produit sur Terre entre 1950 à gauche et avec des estimations en 2050. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux méthodes d'obtenir du pétrole, des méthodes dites conventionnelles et des méthodes non conventionnelles. Les méthodes dites conventionnelles, c'est des forages pétroliers, on va creuser dans la terre pour récupérer le pétrole. C'est celle-ci qui nous intéresse, c'est les zones grises. On constate que l'année où on a produit le plus de pétrole de manière conventionnelle, c'est l'année 2008, ce qui signifie qu'après 2008, chaque année, on produit un peu moins de pétrole que l'année précédente. Cela, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus y avoir de pétrole demain, ça veut dire que la quantité d'énergie et d'argent qu'il va falloir investir pour obtenir du pétrole va forcément augmenter. C'est la zone jaune clair qui est en haut du graphique qui nous intéresse. C'est le retour sur investissement énergétique. Je dois apporter du pétrole au forage pétrolier pour qu'il puisse aller chercher du pétrole. Plus j'ai besoin de creuser profond, plus j'ai besoin d'énergie pour en obtenir. Donc le ratio est de moins en moins bon à partir du moment où on a moins accès à la ressource. Et ce qui doit nous interpeller, c'est l'évolution de ce ratio. C'est-à-dire que ce ratio, dans les années 1970, pour 1 litre de pétrole investi, on pouvait en sortir de terre 30 litres. Dans les années 90, on était à 1 pour 18. Aujourd'hui, on est à 1 pour 6. Et il est estimé, pour l'année 2050, un ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire 1 litre de pétrole investi nous permet de sortir 2 litres de pétrole de terre. Cela signifie que tout ce qui dépend du pétrole aujourd'hui va subir une forme d'inflation, dans le sens où il va être de moins en moins rentable d'aller chercher ce pétrole. Et bien entendu, tout ce qui dépend du pétrole aujourd'hui, c'est tout ce que vous voyez autour de vous. Donc c'est assez important de le remarquer. Donc un des enjeux pour les ingénieurs de demain, c'est de se saisir de ce défi-là, c'est comment est-ce qu'on peut réduire notre dépendance aux énergies fossiles en particulier. Et cette question-là, la même question se pose sur l'ensemble des matériaux et en particulier des métaux. Donc ce qu'on voit là avec le pétrole ici en 2008, c'est ce qu'on appelle le pic pétrolier. Et donc ce qu'il faut constater, c'est que tous les métaux dont on a besoin pour fabriquer des ordinateurs, des téléphones, etc., vont aussi subir un pic de production au cours du XXIe siècle. On a ce graphique avec des estimations pour certains éléments, ce qui signifie que tout au long du XXIe siècle, il va falloir apprendre à composer avec de moins en moins d'abondance, si je puis dire, puisqu'il va être de moins en moins rentable d'aller chercher aussi bien du pétrole que certaines ressources métalliques. Donc le défi pour vous, ça va être justement comment faire dans un monde qu'on appelle en contraction énergétique et matérielle pour pouvoir satisfaire les besoins humains avec moins de ressources que par le passé. Donc voilà un peu un enjeu de responsabilité. Et puis le dernier point que je voulais évoquer dans la partie responsabilité, c'est tout simplement d'avoir une sensibilité aussi pour les questions sociales, notamment, et de prendre conscience des rapports de domination qui s'opèrent dans la société, notamment, et de se demander en quoi les solutions proposées par les ingénieurs soit contribuent à renforcer ces rapports de domination ou au contraire les résorbent. Il y a plein d'exemples de rapports de domination, je vais en mentionner 3 qui me paraissent assez importants, à savoir les rapports de domination des riches sur les pauvres, des pays du Nord sur les pays du Sud et des hommes sur les femmes. Donc quelques chiffres, après bien sûr pourraient étayer, de remarquer qu'on a une société qui est relativement égalitaire, voire inégalitaire. On constate qu'au cours des 20 dernières années, les 500 fortunes les plus riches de France ont vu leur fortune multipliée par 10, alors que, dans le même temps, le salaire médian n'a été augmenté que de 10%. Donc quand on se rend compte que les ingénieurs, et là j'attire votre attention là-dessus, les ingénieurs diplômés de l'UTT sont fortement recrutés dans des entreprises dont les actionnaires sont dans les 500 fortunes de France, eh bien la contribution des ingénieurs dans l'évolution des fortunes de France est quand même très importante, dans la mesure où on permet à un appareil de production d'être plus rentable, eh bien forcément on enrichit les actionnaires. Et on voit cette courbe de l'évolution des fortunes de France, alors que dans le même temps, comme je viens de le dire, seulement 10% du salaire mondial a été augmenté. Donc là, on voit qu'il y a des déséquilibres dans la société. Ça, c'est pour les rapports de domination, on va dire, sur des questions de richesse.
Ensuite, un rapport de domination qui me paraît important, c'est des pays du Nord sur les pays du Sud, ou plutôt des pays historiquement colonisateurs sur les pays historiquement colonisés. Et j'apprécie faire remarquer que on a eu accès, après la révolution industrielle, à un certain nombre de ressources matérielles en Occident, grâce justement à la colonisation du monde entier, notamment, et du continent africain en particulier, et qui font perdurer encore aujourd'hui des rapports de domination tout à fait actuels. Donc là aussi, se poser la question en quoi les ingénieurs contribuent ou pas au maintien de ce type de rapport de domination. Et le dernier point, donc, c'est des hommes sur les femmes. Ces rapports de domination-là, alors là, il y a énormément de faits dans la société qu'on pourrait évoquer. J'ai juste un chiffre qui concerne les ingénieurs, juste pour attirer notre attention. Déjà, bon, 24% des ingénieurs seulement sont des femmes, et ces femmes, en l'occurrence, ont un salaire médian inférieur de 18% à celui des hommes. Donc là aussi, c'est des choses qui doivent nous interpeller, mais bien entendu, j'aurais pu choisir d'autres faits. Donc là, l'enjeu, c'est d'une part développer notre sensibilité là-dessus, j'insiste, déjà, ne pas être neutre vis-à-vis de ça, c'est pas souhaitable ce qui se passe. Et ensuite, se demander en quoi est-ce que ce que vous allez faire plus tard va contribuer éventuellement à résorber ces rapports de domination. Je propose aussi d'avoir une attitude qui est constructive, aussi bien par rapport aux enjeux sociaux qu'aux enjeux environnementaux ou aux enjeux d'énergie et de métaux. Et donc, on peut avoir deux types de comportements. On peut très bien dire oui, non, mais le problème, c'est à cause d'autres parties prenantes, c'est les entreprises qui doivent évoluer, c'est le gouvernement qui doit évoluer. On peut attribuer la responsabilité à d'autres, ce qui peut s'entendre, mais le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'action qui est induite. Donc je nous invite à dépasser ce qu'on appelle le triangle de l'inaction et à comprendre que tout le monde peut très bien attribuer la responsabilité à d'autres. Les citoyens peuvent dire c'est les entreprises le problème, les entreprises peuvent dire c'est le gouvernement et les lois le problème, le gouvernement peut dire c'est aux consommateurs d'évoluer. Tout ça est cohérent, mais dans tous les cas, le résultat, c'est que rien n'avance. Donc il faut que vous compreniez que vous, en tant qu'ingénieur, vous allez avoir au moins deux casquettes, celle de citoyen et celle de salarié au sein d'une entreprise, a priori. Donc il faut rompre un peu ce triangle de l'inaction qui n'est pas constructif. Et donc pour cela, je nous invite, et donc là on rentre sur la question de l'ikigai, à identifier une problématique sociétale, ou deux, ou trois, qui vous interpelle personnellement, et qui serait cohérente avec votre vécu personnel. Donc d'identifier des enjeux qui pourraient vous passionner au sein de la société. Et pour ça, ça ne peut pas être uniquement centré sur vos compétences. Il faut que ce soit en lien avec des choses que vous avez observées, des besoins que vous considérez insatisfaits, par exemple. Donc là, j'apprécie aussi mettre en évidence l'étendue des secteurs sur lesquels vous pouvez vous passionner, des défis au sein de ces secteurs pour lesquels vous pouvez réfléchir, entre guillemets. Donc si vous vous intéressez beaucoup aux questions liées à l'alimentation, eh bien très bien, creusez ce sujet, formez-vous et identifiez des problématiques sociétales qui vont pouvoir vous donner de l'énergie tout au long de votre carrière pour essayer de les résoudre. Et ensuite voir quels sont les employeurs qui vont permettre d'appliquer cette motivation, on va dire. Donc vraiment, il faut rentrer dans ces secteurs-là. Si on est juste à comprendre quelles sont nos compétences, eh bien on va avoir du mal à trouver du sens à notre orientation professionnelle. Il faut pouvoir relier vos compétences avec des problématiques sociétales. Sinon, on ne sait pas où on va. Donc essayez d'identifier, je vais dire un mot supplémentaire là-dessus, quels peuvent être les sujets sur lesquels vous êtes plus sensible. Donc là, c'était la partie en haut à gauche de l'ikigai, donc ce dont le monde a besoin. Et donc là, je vais passer à une autre partie, c'est ce en quoi vous êtes doué, ou plutôt vos compétences. C'est la partie où je vais être le moins long, puisque vous parlez beaucoup de compétences. Enfin, en tout cas, on vous parle déjà pas mal de compétences, donc je pense que vous avez compris que c'est bien d'avoir des compétences. Mais juste, je dis un mot quand même. Donc là, les compétences. Donc vous savez que ce qui est utile dans l'auto-positionnement, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est d'avoir conscience de là où vous êtes bon, pour gagner en confiance en vous. Dire, voilà, vous savez ce que vous savez faire. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, il ne faut pas s'en arrêter là. Si c'est juste ça, c'est un peu statique. Maintenant, ensuite, il faut se demander, ok, j'ai ces compétences-là, mais de quelles autres compétences j'ai besoin pour pouvoir adresser les sujets qui me passionnent? Et ça, c'est une autre question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux développer ma légitimité sur un sujet en particulier? Donc demandez-vous, est-ce que vous souhaitez devenir, par exemple, expert sur une thématique en particulier, sur des problématiques sanitaires, sur des problématiques liées au logement, à l'alimentation?
Et ça se décide. Ça se décide. Vous voulez être expert d'un sujet, très bien, décidez-le. Et après, tout au long de votre vie, vous allez vous former sur le sujet. Et votre expertise va petit à petit se conforter, votre légitimité aussi. Ensuite, j'ai mis identifier ses talents, donc c'est-à-dire trouver l'intersection entre ses compétences et ce qu'on aime faire. Je m'explique. Donc si on imagine un graphique où on a en ordonnée ce que j'aime faire et en abscisse en quoi je suis bon, ou plutôt mes compétences, on va avoir différents types d'activités qui vont nous donner plus ou moins de l'énergie. Donc par exemple, ce que j'aime faire, s'il y a des choses que j'aime faire mais je ne suis pas compétent, c'est ce qu'on appelle les forces par exemple. Donc c'est utile de faire des choses où on est à l'aise, ça va nous donner de l'énergie, mais après on n'est pas forcément extrêmement performant. Il y a des choses où on est très compétent mais on n'aime pas le faire. Il y a des choses où on est très compétent, on n'aime pas le faire. Ça veut dire que, ok, on peut se servir de cette compétence, mais il faut être vigilant. Quand on fait ça tout le temps, quand on est tout le temps à ce niveau-là, c'est le burn-out assuré. Donc il faut pouvoir modérer ça. Ensuite, ce qui va nous intéresser, donc, c'est l'intersection des deux. C'est à la fois les choses où vous êtes compétent et en plus, vous aimez le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les talents. Et ça, il faut maximiser ces talents-là. Vous allez être dans une zone de confort et vous allez être efficace. Et puis, bien entendu, mais ça paraît intuitif, là où à la fois on est mauvais et en plus on n'aime pas le faire, c'est nos faiblesses. Et donc, bien entendu, il faut éviter de s'appuyer dessus. J'insiste sur le fait que si vous êtes que là, vous allez avoir des problèmes psychologiques. Il faut pouvoir se diversifier et identifier ce qu'on aime faire. Et ça me fait une transition sur une troisième partie de l'ikigai, donc ce que j'aime faire, ou plutôt vos centres d'intérêt, où là je vous invite à ne pas négliger ça. Ça paraît complètement bateau de dire identifier ce que vous aimez faire, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui vous aient suggéré de faire ça. Et donc pour identifier ce qu'on aime faire et les sujets qui nous interpellent plus que d'autres, par exemple, la première chose que j'évoque, donc c'est la question des émotions. Là aussi, pouvoir écouter ses émotions. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'enseignants vous disent écoutez vos émotions. La réponse aux défis sociaux, environnementaux, énergétiques notamment, elle est dans vos émotions. Donc si vous identifiez par exemple des choses qui vous mettent en colère, des choses qui vous apportent de la joie, des choses qui vous apportent de la tristesse, il ne faut surtout pas camoufler ces émotions-là. Les émotions sont des messagers qui vous donnent une indication sur quelles peuvent être les sources d'énergie au cours de votre carrière. Donc par exemple, s'il y a quelque chose qui vous donne de la colère, elle apporte aussi beaucoup d'énergie. Si quelque chose vous donne de la colère, ça vous apporte de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet potentiel où peut-être dans les années qui viennent, voire même tout au long de votre carrière, ce sujet-là va vous donner de la motivation et du sens. Il faut savoir l'identifier, ne surtout pas camoufler ses émotions. Ensuite, sur la connaissance de soi, il est utile de comprendre comment est-ce que chacun fonctionne, quels sont les types d'activités qui me mettent en énergie, quels sont les autres types d'activités qui me prennent de l'énergie. Donc là, il y a un test qui est assez connu qui s'appelle le test MBTI, qui permet de comprendre quel est le fonctionnement de notre propre personnalité. Donc un exemple type, c'est est-ce qu'on est plutôt une personnalité extravertie ou une personnalité introvertie. Par exemple, l'extraverti va aller récupérer de l'énergie en allant au contact d'autres personnes, là où l'introverti a besoin de moments plutôt seul pour recharger les batteries. Donc avoir conscience de ça, c'est quand même assez utile pour savoir quelles sont mes forces, là aussi, sur lesquelles je peux m'appuyer et comprendre ce dont j'ai besoin pour avoir de l'énergie. Un sujet important aussi à ne pas négliger, c'est ne pas négliger donc votre vécu personnel, et en particulier pour identifier une problématique sociétale qui vous interpelle. Ce que je peux vous recommander, qui est tout à fait simple, intuitif, et la seule chose que ça vous demandera, c'est 20 minutes, un papier et un crayon, c'est tout simplement de dessiner une ligne sur votre papier et de désigner votre ligne de vie. Donc vous dessinez votre ligne de vie, la ligne représente le temps, bien entendu, avec à gauche votre naissance et à droite aujourd'hui, et vous identifiez sur cette ligne certains événements marquants de votre vie qui vous restent en mémoire, qui vous ont apporté une sensibilité particulière pour un sujet ou un autre, ce qui a fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, les choix que vous avez faits qui ont été déterminants, ce qui vous semble important. Et vous allez remarquer une forme de cohérence dans cette ligne de vie. Et ça va vous permettre de mettre en évidence les sujets potentiels qui pourraient vous apporter de l'énergie, les problématiques qui pourraient vous intéresser à l'avenir. Et enfin, dernier point, quels sont les types d'activités qui vous apportent de l'énergie ? Est-ce que, comme je disais, vous avez besoin de contact avec les autres
Est-ce que vous avez besoin d'être en interaction avec des parties prenantes diverses, ou au contraire, vous avez besoin d'être plutôt isolé? Est-ce que vous avez besoin de travail manuel, ou au contraire, est-ce que vous êtes très bien à être tout le temps sur l'ordinateur? Essayez de vous poser ces questions-là. Ça va vous donner aussi des indications sur le type d'activité que vous pourriez avoir. Voilà. Donc le but, ça va être de relier, bien entendu, ces centres d'intérêt, ces problématiques qui vous interpellent, avec vos compétences et avec les problématiques sociétales. Vous le comprenez, je pense, petit à petit. Ça va être l'objectif de l'ikigai. Et donc, la dernière partie de l'ikigai, si vous vous souvenez bien, c'est ce pourquoi je peux être payé, ou plutôt l'insertion professionnelle. Donc là aussi, je me permets en fait de vous apporter des questions à vous poser, mais l'important, ce n'est pas les questions, c'est l'ordre dans lequel vous voulez poser concernant l'insertion professionnelle. Ce qui se fait tout à fait intuitif, et j'ai été étudiant ici à l'UTT comme vous, donc je le sais, qu'en fait, on a souvent tendance à identifier les employeurs, éventuellement négocier notre rémunération pour avoir la meilleure rémunération possible. On en discute avec les collègues en mode « Ah, toi, tu peux avoir combien? Ok, voilà. » Et on voit la moyenne des salaires de l'UTT, on se dit « Ok, bon, il faut que j'ai au moins cette moyenne, un peu plus, sinon je suis trop nul. » Donc on se met une petite pression pour avoir au moins la moyenne en termes de salaire des étudiants de l'UTT ou de votre branche. Et on en discute. Mais par contre, il y a plein de questions qui sont complètement oubliées. Et ça va amener certaines problématiques. Donc je vais vous proposer un ordre de questionnement que vous pourriez suivre pour arriver à trouver un employeur qui vous correspond. Alors là, petite parenthèse, là, ce que je vais évoquer, c'est surtout valable pour la recherche d'un CDI dans quelques années pour vous, et moins pour la recherche d'un stage, que soit vous êtes en recherche, soit vous avez déjà trouvé. Ces questions-là, pour la recherche de stage, c'est déjà assez compliqué de trouver un stage aujourd'hui, donc ne vous faites pas trop de nœuds dans la tête. Et puis tout ce que vous allez voir en stage va vous être utile, donc il n'y a pas de souci. En revanche, quand vous serez diplômé et qu'il faudra chercher un CDI, là, il est quand même important de se poser les bonnes questions et peut-être de prendre un peu de temps sur la question de la vocation. Et à ce moment-là, vous pouvez vous demander déjà, première question à se poser, c'est identifier dans quel secteur je veux intervenir, comme j'ai évoqué plus tôt. Est-ce que je m'intéresse aux questions d'alimentation, de logement, de transport, de santé, etc., etc. C'est la première question que vous devez vous poser. C'est pas « Ah, il y a tel employeur ». Non, c'est quel est le sujet qui vous interpelle d'abord. Il faut mettre les choses dans le bon ordre. Ensuite, vous dire « Ok, dans quel type de structure j'aimerais intervenir ? Est-ce que je veux être indépendant ? Est-ce que je veux créer une micro-entreprise ? Ne pas négliger cette partie-là. Peut-être avoir 2 activités, c'est pas impossible. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je suis à mi-temps enseignant seulement. Et est-ce que je veux être plutôt dans une petite entreprise, une TPE, une PME ? Est-ce que j'ai besoin d'une grande structure ? Est-ce que je veux travailler dans les collectivités territoriales ? Donc les collectivités territoriales, ça peut être une mairie, ça peut être une région, un département, mais ça peut aussi être une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole. Et ces communautés de communes, elles embauchent des ingénieurs, notamment pour adresser des enjeux complexes, comme j'ai pu évoquer, la question de la mobilité, de l'alimentation, de l'agriculture, etc., etc. Une question qui intervient très peu dans la réflexion, tout simplement, c'est où est-ce que vous voulez vivre ? Accordez-vous cette réflexion-là. Donc là, j'ai mis une carte de France métropolitaine des régions naturelles. Ce n'est pas les départements, c'est les régions naturelles. C'est tous les terroirs différents, les paysages différents qu'on a. Donc si vous avez des atomes crochus pour un terroir ou un autre, ne négligez pas ça. Moi, c'est seulement 6 ans après mon diplôme que je me suis autorisé la réflexion « Où est-ce que je veux vivre ?» C'est un peu tard. C'est un peu tard. Si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Donc, première question, quel secteur ? Deuxième question, quel type de structure ? Troisième question, quel territoire ? Et enfin, quel employeur ? Quel employeur peut, dans ce territoire, me permettre d'agir dans ce secteur ? Et avec l'employeur se pose la question de la rémunération. Ce qui est important de comprendre, c'est que si je fais l'inverse, si je commence par l'employeur et les organisations, je dis ok, en fait, les 3 questions d'avant, c'est impossible de se les poser. C'est impossible de faire le chemin inverse. Ou alors on le fait, en fait, on va rejoindre une entreprise, et puis à la trentaine, on commence à déprimer, on est trop dans la phase compétence à fond, on est sursollicité, burn-out, on se dit ok, je vais essayer de me demander où est-ce que je veux vivre. Je vais essayer de me demander quel sujet je veux adresser. Et là, c'est compliqué, surtout si on s'est endetté, on a une vie de famille ou des choses comme ça, c'est très difficile de faire le chemin inverse. C'est pourquoi je vous invite vraiment à commencer par le commencement, c'est-à-dire quels sont les sujets qui vous intéressent, c'est quand même une question très bateau.
mais ça vous évitera des écueils dans les années qui viennent. Parce qu'après, quand on prend le filon d'une entreprise, hop, après on est parti, et c'est compliqué d'aller sur une voie qui vous intéresse réellement. Sur la question de la rémunération, j'apprécie de dire un mot là-dessus, justement, parce que la seule chose que vous entendez là-dessus, c'est la moyenne, et vous vous mettez la pression pour avoir la... Moi, je voulais plus que la moyenne quand j'étais diplômé, je me suis dit, si c'est ça, je veux au moins 1 000 € de plus, quoi. Et ça, c'est normal de raisonner comme ça, hein. Je voulais justement vous faire cette slide pour se rendre compte qu'on peut ne pas sacraliser la question du salaire. C'est pour ça que j'ai mis la question de la sécurité financière, c'est surtout ça l'enjeu, d'avoir une forme de sérénité. C'est ça le sujet. Et je me permets aussi une parenthèse par rapport aux questions énergétiques, le lien entre les problématiques énergétiques, la finitude des ressources et la rémunération. Donc là, c'est juste des questionnements, des questions ouvertes, on va dire, sur lesquelles vous pourrez réfléchir. Comme vous pouvez le savoir, et certains d'entre vous, j'ai dû évoquer ça, notamment sur un MFDD, vous savez qu'un litre de pétrole est des dizaines à des milliers de fois plus rentable qu'une heure de travail humain. Donc du fait de la rentabilité des énergies fossiles, les projets les plus rémunérateurs sont ceux qui dépendent le plus des énergies fossiles. Et donc, naturellement, de manière corrélée, sont aussi ceux qui vont amener les pressions environnementales les plus importantes, en particulier du réchauffement climatique. Donc ça, c'est une corrélation qui est tout à fait intuitive. Maintenant qu'on sait qu'on a passé le pic de production énergétique et que la promesse d'un monde d'abondance ne pourra pas tenir dans les décennies à venir. Donc la promesse aussi de projets toujours plus rémunérateurs semble difficilement tenir dans un monde en contraction énergétique. Donc là, aujourd'hui, on est encore dans un monde où on peut proposer des salaires toujours plus importants, mais la question se pose à quel point ce sera faisable dans un monde post-pétrole, pour ceux avec qui j'ai fait un atelier là-dessus. Donc la question à se poser, c'est pas comment je peux avoir le plus d'argent, mais c'est plutôt comment est-ce que je peux être heureux, tout simplement, et de combien d'argent est-ce que j'ai besoin pour y arriver. C'est quand même assez basique comme question, mais personne ne se pose la question. Alors peut-être qu'il vous faut 100 cas pour y arriver, il n'y a aucun problème, mais au moins posez-vous la question. Pour ça, je vous suggère d'utiliser tout simplement la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, vous la connaissez, elle permet d'identifier un certain nombre de besoins. Mais par contre, ce qui se sait moins, c'est que la pyramide de Maslow, elle peut s'appliquer à titre personnel. Quels sont mes besoins personnels? Et donc là, la manière d'y arriver, c'est papier-crayon. Et je ne sais pas combien d'entre vous vont le faire, mais à chaque fois, je répète, prenez un papier et un crayon. Et ce n'est pas intuitif, mais c'est la seule solution, c'est de prendre un papier et un crayon. Donc pour tous les éléments de la pyramide de Maslow, se poser un certain nombre de questions. Par exemple, en termes de cadre de vie. Dans quel type de cadre de vie est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux faire du sport régulièrement dans ma vie? Voilà. Donc sur les besoins physiologiques, quelle alimentation? Est-ce que j'ai besoin, j'apprécie combien de fois je veux aller au restaurant par semaine? Des choses comme ça. Et ensuite, se poser des questions. Besoin de sécurité, c'est celui-ci qui nous intéresse. Pour arriver à ça, de combien d'argent est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Je répète la question, de combien d'argent est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité? C'est ça la question principale. Et peut-être dans ces choses-là, vous avez des critères très importants. Vous voulez acheter un bien, ou je ne sais pas, vous avez des projets, ce qui fait que selon vos projets, certains vont avoir un besoin de sécurité plus ou moins important. Et posez-vous la question plutôt que mettre le doigt dans un grand engrenage où 5 ans après, vous allez avoir du mal à vous en sortir. C'est juste autorisez-vous, c'est ça, désacraliser cette question-là. Voilà pour les 4 parties de l'ikigai. Je termine donc avec le petit atelier et le petit travail que je vais vous demander de faire. C'est tout simplement de réaliser votre ikigai. C'est assez logique, vous y attendiez. Eh bien, je vous ai créé une petite trame, un petit canevas d'une page que vous pouvez voir, où ça reprend les 4 grandes parties de l'ikigai. On voit en haut à gauche ce dont le monde a besoin, que j'ai reformulé en la problématique sociétale. À droite, les compétences, c'est ce en quoi vous êtes doué. En bas à gauche, centre d'intérêt, donc c'est ce que vous aimez faire. Et en bas à droite, l'insertion professionnelle, ce pourquoi vous êtes payé. Et donc, il est attendu de votre part que vous preniez le temps d'avoir une réflexion pour identifier une problématique sociétale qui vous interpelle, d'identifier si vous avez déjà des compétences qui vous permettent de résoudre cette problématique. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez aucune compétence pour résoudre le problème, ce n'est pas grave. Vous pouvez avoir 20 sur 20 dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. En revanche, d'identifier quelle expertise vous avez besoin de développer pour être légitime pour adresser la problématique évoquée à gauche. Ensuite, les centres d'intérêt, pareil, quel lien est-ce que vous faites entre la problématique évoquée
et vos centres d'intérêt, votre vécu personnel par exemple, donc il y a forcément une cohérence entre votre vécu personnel et la problématique. Et enfin, en dernier point, en termes d'insertion professionnelle, est-ce qu'il existe des entreprises dans des secteurs en particulier, dans des lieux qui vous intéressent aussi, qui pourraient être des employeurs. Donc voilà, il faut un cheminement logique. Le but, c'est pas d'un côté de lister mes compétences, de l'autre de lister mes centres d'intérêt. C'est de, à partir d'une problématique sociétale, évoquer les compétences dont vous avez besoin pour y arriver, faire le lien avec vos centres d'intérêt en lien avec ce sujet, et d'identifier les employeurs potentiels ou les secteurs. Si vous ne trouvez pas d'employeurs, c'est pas très grave. Là, le but, c'est vraiment de s'initier à cette réflexion-là. Et après, de faire une forme de synthèse en expliquant ce qui est important pour vous. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, j'ai une aide avec plein de questions que vous pouvez vous poser. Je ne vais pas toutes les lister. Pour chacune des parties. Donc si vous manquez d'inspiration, là, il y a un certain nombre de questions, normalement, qui vous aideraient à remplir le canevas. J'insiste sur la phrase en bleu. Nous vous invitons à prendre sérieusement le temps nécessaire pour cette réflexion qui vous sera utile sur le long terme. J'insiste, papier-crayon. Papier-crayon, on se prend une demi-heure, on se prend une heure, un week-end, on fait que ça. Et on réfléchit, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'aime faire ? On ne pense pas sous la douche 30 secondes, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Non, ça ne marche pas. On se pose une demi-heure et on avance dans cette réflexion. Plutôt que d'y penser 10 fois 20 secondes dans la journée, on y pense une fois une demi-heure. C'est beaucoup plus efficace, on va beaucoup plus loin dans la réflexion. Voilà pour les... Bon, je représenterai ça en atelier, bien entendu, mais je ne vais pas lister toutes les questions. Juste pour conclure, juste remarquer qu'il vous sera utile et important de savoir exprimer vos envies, de savoir exprimer ce qui est important pour vous permettre d'être exigeant, en entretien d'embauche notamment. Il faut que vous soyez exigeant par rapport à votre futur parcours professionnel. Et puis, n'hésitez pas, petit à petit, selon l'évolution de vos réflexions personnelles au cours des prochaines années, selon les sujets qui vont plus vous interpeller, les problématiques qui vont vous interpeller, à mettre à jour votre ikigai petit à petit, pas une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans, c'est déjà bien, pour qu'il soit vraiment cohérent. Donc là, on vous demande dans tous les cas de faire un premier jet là, dans les semaines qui viennent en fin de semestre, mais potentiellement dans un an, après votre stage, voir comment est-ce que les choses ont évolué, comment votre vision des choses a évolué, peut-être qu'il y a d'autres critères qui vous seront importants notamment. Voilà tout, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Merci. Et donc on se voit la semaine prochaine, ce sera en visio et je vous enverrai un lien.